Bonjour, nous allons étudier aujourd'hui le travail d'une force constante. Une force constante étant une force qui possède la même direction, le même sens et la même valeur au cours du déplacement du système sur lequel elle s'applique. Donc, nous visualisons ici une personne qui cherche à pousser une voiture. Donc, le vecteur F symbolise la direction et le sens de la poussée. Ici, vue de haut, une voiture poussée par 4 personnes, le but étant d'emmener la voiture du point A au point B. On voit que pour ce faire, les 4 personnes n'ont pas tout à fait la même efficacité. Donc la personne 1 est la plus efficace, la personne 2 elle est efficace un peu moins malgré tout, la personne 3 elle ne va pas permettre le déplacement de A à B, mais ne va pas non plus gêner ne va pas gêner ce déplacement. Par contre, la personne 4, elle est complètement inefficace, elle est même très embêtante, elle veut faire le contraire. Donc, le travail d'une force, qu'est-ce que ce sera? Le travail, par définition, ce sera une grandeur en joules, c'est une énergie, et c'est une énergie utilement déployée. Donc, on va essayer de déterminer une expression mathématique qui permettra de regarder avec utilité l'énergie est déployée. Donc, pour ceci, on va faire appel au vecteur déplacement AB et on va faire appel à un angle qui sera l'angle entre le vecteur déplacement et la force, le vecteur force étudié. Donc voici une expression proposée. Donc cette expression fait intervenir la valeur de la force. Plus on pousse fort, plus on dépense de l'énergie. Dépend du trajet AB. Plus ce trajet est long, plus l'énergie déployée sera importante. Et dépendra aussi de l'angle θ. Donc plus l'angle θ est petit, plus F est collinéaire à AB. Donc plus la personne qui pousse sera efficace. Cette expression-là, mathématiquement, est équivalente à celle-ci, qui est un scalaire de vecteurs. Quand on a un scalaire vectoriel, le scalaire peut être remplacé par la multiplication des valeurs des deux vecteurs, donc valeur de f fois valeur de a, fois le cosinus qu'il y a entre les deux vecteurs. Et donc ces deux expressions-là permettront de calculer ce qu'on appelle le travail de la force F pour aller du point A au point B. Plus cette valeur est importante, plus ça signifie qu'il y a une grande énergie déployée et donc utile pour aller du point A au point B. Donc par exemple, si le vecteur F agit dans le même sens que le sens de déplacement, par exemple pour F1 et pour F2. Dans ce cas-là, l'angle θ entre le vecteur F et le déplacement est inférieur à 90 degrés, donc le cosinus est supérieur à 0, donc positif. Si le cosinus est positif, le travail de la force est positif. Ce qui signifie que le travail est moteur. Donc quand on a un travail positif, on dira que le travail est moteur et ça signifiera que la force exercée est utile au déplacement désiré. Cette force sera d'autant plus efficace que l'angle θ sera égal ou proche de 0. C'est là où la force aura son maximum d'efficacité, que le travail sera le plus grand. Si F agit en sens inverse du mouvement, donc par exemple F plutôt dirigé ici vers la gauche, dans ce cas-là, l'angle θ devient supérieur à 90 degrés, autrement dit le cosinus est négatif. Si le cosinus est négatif, on aboutit sur un travail négatif, et un travail négatif est qualifié de résistant. Cela signifie que la force ne contribue pas au mouvement désiré, au contraire, va gêner au mouvement désiré. Et cette gêne est d'autant plus importante que l'angle θ se rapproche de 180 degrés. Si F est ici horizontal vers la gauche. Si maintenant j'ai un angle qui vaut pile poil 90 degrés, dans ce cas-là, son cosinus devient nul. Et si le cosinus est nul, le travail devient nul aussi. Donc là, on aura affaire à une force qui ne contribue pas au mouvement désiré, mais qui ne va pas non plus le gêner particulièrement. On retiendra que dès qu'on a une force dont la direction reste constamment perpendiculaire au déplacement,
alors cette force ne fournira pas de travail. Ça, faudra bien avoir cette phrase en tête lorsque l'on travaillera avec les réactions normales au support, puisque par définition, une réaction normale au support est perpendiculaire au support, donc au déplacement, et donc son travail sera nul. Donc 3 points, 3 définitions à retenir. Quand on a une force dite conservative, on retiendra que son travail, pour le calculer, il ne sera nécessaire de connaître que son point de départ et son point d'arrivée, et peu importe le chemin qui sera suivi pour aller du point A au point B. Si la seule force qui s'applique à un système est conservative, dans ce cas-là, on se souviendra que son énergie mécanique va se conserver. Le poids est une force conservative, donc l'énergie mécanique se conserve lorsque le poids est la seule force appliquée au système. Les forces de frottement ne sont pas conservatives, l'énergie mécanique ne se conserve pas. Voici maintenant quelques expressions de quelques forces usuelles. Donc ici, les deux forces exercées par un support, donc la réaction normale au support perpendiculaire et puis la force de frottement. Quelles sont les expressions des travaux de ces deux forces? Donc vous pouvez dans un premier cas les retenir ces deux expressions, c'est bien utile, on verra après quand même la démonstration. Parfois, les deux forces Rn et F sont remplacées par une seule, qui est la réaction du support, puisqu'en bout de course, c'est le support qui exerce ces deux forces Rn et F. La réaction du support, c'est la somme de ces deux composantes, Rn et F. Donc, si je cherche à exprimer le travail de la réaction de façon générale, puisque le travail de la réaction normale est nul, ça revient à chercher le travail de la force de frottement. Donc ici, je vous ai mis les démonstrations qui permettent d'aboutir aux deux expressions dans les encadrés. Le travail d'une force, par définition, je prends l'expression vectorielle de sa force scalaire, le vecteur déplacement, donc là et là. Ça revient à prendre la valeur de la force fois la valeur du déplacement fois le cosinus qu'il y a entre les deux vecteurs. Dans le cas d'une réaction normale au support, l'angle est de 90 degrés, c'est pour ça qu'on aboutit à un travail nul. Dans le cas d'une force de frottement, puisque le mouvement se fait selon le support et que la force de frottement est dans l'autre sens, l'angle vaut 180 degrés, ce qui permet d'aboutir à ce signe moins. Donc le signe moins donne une valeur négative du travail, normal, le travail est résistant, puisqu'il ne contribue pas au mouvement, bien au contraire, il gêne au mouvement. Travail du poids. Donc ici, deux positions. Donc un objet qui passe de sa position A à sa position B, elle est soumise à son poids qui est donc vertical vers le bas. L'expression du travail du poids, retenez, peut se trouver en faisant la masse de l'objet du système fois G, l'intensité de pesanteur, fois la soustraction des altitudes. Si on va du point A au point B, on commence par l'altitude A moins l'altitude B. Si vous voulez démontrer cette expression, il faut faire intervenir un point H tel que AB égale AH plus HB. Donc la verticale ici horizontale. Donc voici l'expression qui aboutit à l'expression de l'encadré. Donc l'idée, c'est de faire intervenir AH et HB, puisque AH est collinéaire à P, donc l'angle entre les deux vaut 0, et HB est perpendiculaire à P, donc son angle vaut 90 degrés, donc le travail fera 0. Voilà, et on aboutit ici. Je vous laisse lire ça tranquillement. On peut poursuivre ici la démonstration et aboutir à cette expression-là qui dit que le travail du poids, c'est égal à l'opposé de la variation des énergies potentielles. Donc voilà, on retient, lorsque le centre de gravité d'un corps passe d'un point A à un point B, le travail du poids dépend seulement de l'altitude, du point de départ et du point d'arrivée. Effectivement, dans l'expression qui est ici, n'apparaissent pas les abscisses, seules les altitudes apparaissent. Donc, peu importe où se trouve exactement le point B,
Si je fais appel ici à un point B' qui serait parfaitement en dessous de A, l'altitude serait le même que pour le point B, donc le travail du poids serait le même pour les deux cas. Ça dépend des altitudes et pas du tout du chemin suivi. Pour aller du point A au point B, si l'objet y va en ligne droite ou alors en virevoltant, peu importe, le travail du poids dépend de l'altitude du point de départ, de l'altitude du point d'arrivée, peu importe le chemin suivi. On dit qu'on a une force conservative. Et là, j'ai rappelé l'expression du travail en fonction de l'énergie potentielle. Travail de la force électrique, donc on va la calculer dans un cas particulier, celle du condensateur plan. Donc, rappel très bref, condensateur plan, deux armatures chargées à l'opposé l'une de l'autre. Du coup, il y a une tension entre les deux armatures. Elles sont séparées d'une distance petit d, si bien qu'à l'intérieur règne un champ électrique. La valeur de ce champ électrique dépend de la tension appliquée et de la distance qui sépare les deux armatures. Cette expression-là peut s'écrire de cette manière-là ou encore sous cette forme-là. Si à l'intérieur des armatures, je positionne deux charges, une positive et une négative, il va s'exercer une force électrique sur ces charges qui dépend de la valeur de la charge, mais aussi de son signe. Donc le trait qui est là-dessus veut dire valeur algébrique. Donc ça veut dire penser à la valeur, mais penser aussi au signe de la charge, fois le vecteur champ électrique. Si bien que si la charge est positive, la force électrique aura la même direction et le même sens que le champ électrique, et si la charge est négative, la force électrique aura un sens inverse au champ électrique, qui est modélisé ici, représenté ici. Donc maintenant que les rappels sont faits, je reviens au travail de la force électrique pour aller du point A au point B. On va dire que le point A, c'est l'armature de gauche, le point B, l'armature de droite, par exemple. Donc, je prends la valeur de la force électrique fois le vecteur déplacement. La valeur de la force électrique peut s'écrire comme c'est écrit là, Q fois vecteur E. Et E fois B, c'est égal à la tension. Voilà l'expression que vous pouvez retenir. Quelles sont les conditions d'application du théorème de la conservation de l'énergie mécanique? Donc, la conservation de l'énergie mécanique est effective si le système n'est soumis qu'à son poids. Donc là, c'est bon. Maintenant, si d'autres forces s'exercent autres que le poids, l'énergie mécanique peut également se conserver à condition que ces autres forces aient un travail nul. Donc, par exemple, peut-on appliquer la conservation de l'énergie mécanique dans les cas suivants? Chute d'un parachutiste. Alors, énergie mécanique se conserve ou pas? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que le poids qui s'applique, il y a les forces de frottement. Et les forces de frottement ont un travail non nul. Lâcher d'une balle de tennis du troisième, une petite faute de frappe, étage d'un immeuble. Donc, si on suppose que les forces de frottement sont nulles, seul le poids s'applique. Donc oui, l'énergie mécanique s'applique. Je ne lâche pas, je lance la balle. Ça s'applique ou ça ne s'applique pas? Donc oui, ça s'applique parce que au cours de la chute, seul le poids s'applique, la force exercée au moment du lancer ne s'applique plus. Donc oui, l'énergie mécanique se conserve. Un wagon lancé sur les rails d'un grand 8, quelles sont les forces qui s'appliquent? Le poids, mais aussi la réaction normale au support, il n'y a pas de force de frottement. Et puisque le travail des réactions normales au support est nul, dans ce cas-là, oui, l'énergie mécanique s'applique. Comment appliquer la conservation de l'énergie mécanique? On présente le système, le référentiel, le repère, on fait un schéma, on fait le bilan des forces extérieures. Si c'est en chute libre, ça s'applique, mais s'il y a d'autres forces qui s'exercent avec un travail nul, on peut aussi appliquer l'énergie mécanique. Donc pour ceci, on choisit un point A dont on connaît parfaitement la vitesse de passage et l'altitude, un point B qui correspond à l'endroit de la question posée. J'écris ma relation sur l'énergie mécanique, je dis qu'elle se conserve et je simplifie et j'isole la grandeur recherchée. Et bien voilà, la vidéo est terminée. Un dernier petit rappel toutefois, pour mémoriser sur le long terme, il faut faire, il faut refaire.
sans arrêt, sans arrêt. Donc, faites des exercices et à très bientôt.